Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire West Island Destination Mobilité durable. On va prendre encore 2 petites minutes là, pour laisser le temps à tous les gens de se connecter. Alors, bienvenue. Vous avez encore le temps de prendre une gorgée d'eau et puis on va commencer dans 2 petites minutes. Bonjour à tous et bienvenue encore. On va prendre 1 minute encore là, pour laisser la chance à tout le monde de se connecter avant de commencer ce webinaire West Island Destination Mobilité durable. Merci. Bon, alors il est 13h35, alors je vous propose de commencer sans plus attendre. Alors, bienvenue, ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir pour ce webinaire sur la mobilité durable dans le West Island. C'est donc notre dernière semaine pour les rendez-vous de la mobilité durable, la campagne J'embarque que le CRE mène depuis quelques années au mois de septembre pour rassembler les différentes idées, initiatives, les mettre en valeur, pousser la réflexion sur toutes les facettes de la mobilité durable sur tout le territoire de l'île de Montréal. Alors, cette année, on avait l'envie de s'intéresser plus particulièrement aux extrémités de l'île de Montréal qui ont des particularités qui sont très importantes quand il est question de mobilité durable parce que, bien sûr, elles ont été construites principalement autour de l'usage de la voiture privée. Donc, c'est un contexte avec lequel il faut faire. Et puis, je crois que les gens autant de l'Ouest que de l'Est sont tout aussi attachés là, à atteindre nos objectifs de mobilité durable, nos objectifs environnementaux, et puis avoir des secteurs performants, que ce soit au niveau de l'économie et juste pour que chacun puisse les utiliser. Alors, donc, je crois que l'enjeu ici est bien de formuler des réponses qui sont adaptées à chacun des secteurs de l'île de Montréal et puis d'être judicieux dans nos choix qu'on va faire pour atteindre nos cibles. Alors, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on vous invitait aujourd'hui à partager notre réflexion. Et aussi, bon, on accueille deux invités très intéressants.
Ah, et je m'en voudrais de ne pas remercier nos commanditaires à ce moment-ci. Donc, l'ARTM et la Fondation du Grand Montréal qui nous permettent de réaliser J'embarque cette année. Merci beaucoup. Et donc, excusez-moi, il y a du... Oui, voilà. Donc, on accueille aujourd'hui Patrick Kilfoy, qui est commissaire au développement économique du service de développement économique de la Ville de Montréal, et Olivier Canuel-Ouellette, qui est chargé de projet chez MOBA, Centre de gestion des déplacements de l'ouest de l'île. Et bon, ensemble, ils ont réalisé un portrait de la mobilité qui avait pour point de départ l'arrivée prochaine du REM dans l'ouest de l'île. Donc, on les accueille aujourd'hui pour nous faire part de leur portrait. Et puis, ensuite de ça, ben, je viendrai commenter, souligner quelques enjeux et puis animer une discussion. Là, vous pourrez bien sûr poser vos questions avec l'onglet Q et A, Q&A. Et puis aussi, en utilisant le chat, vous pourrez communiquer avec nous. Alors, sans plus attendre, Patrick pourrait nous rejoindre. Bonjour, Patrick Kilfoyle. Oui, bonjour, merci Blaise. J'ai juste partagé mon écran. Ah, je dois arrêter le mien, oui. Voilà, donc merci Blaise, merci à tous d'être ici cet après-midi. Ça me fait plaisir de participer à ce webinaire. Dans le fond, c'est vraiment plus Olivier qui va vous présenter le contenu d'un des volets d'études qu'on est en train de mener sur la mobilité dans l'ouest de l'île, dans les pôles d'emploi de l'ouest de l'île. Donc, je me contenter de faire un survol du mandat qui a été accordé à MOBA et à Espace Stratégie. Un peu de contexte avant de commencer. Donc, cette étude-là a débuté l'automne dernier, donc dans un contexte tout à fait différent de ce qu'on connaît tout de suite. Mais comme Blaise l'a mentionné, l'intention, c'était c'est en préparation à l'arrivée du REM, dans le fond. Donc, d'avoir un bon portrait de la mobilité dans les pôles d'emploi de l'ouest de l'île. Je tiens à préciser aussi que le service de développement économique de la Ville de Montréal, c'est un service d'agglomération. Donc, nos interventions et nos actions touchent à l'ensemble du territoire de l'île de Montréal, de l'agglomération. Donc, comme je le disais, on souhaitait se doter d'un bon portrait de la mobilité dans les différents pôles d'emploi de l'ouest de l'île, de l'accessibilité. Puis, un autre volet qui ne va pas être abordé directement aujourd'hui, c'est vraiment selon les impacts escomptés du REM, principalement positifs en termes de mobilité, en termes d'accessibilité, mais aussi certains enjeux plutôt qui sont à résoudre dans les pôles d'emploi. Donc, c'était vraiment de se doter de cet outil-là pour orienter la réflexion, orienter la prise de décision pour la suite des choses. Donc, ce mandat ici, c'est vraiment un livret de la stratégie de développement économique 2018-2022 de Montréal, qui s'appelle Accélérer Montréal, où la vision est vraiment de faire de Montréal un haut lieu de l'innovation. Puis on veut miser sur les talents, pour arriver à un développement économique, entrepreneurial, international, durable et social. Donc, on parle vraiment d'une vision holistique sur qu'est-ce qu'est le développement économique. Puis, comme je disais, les orientations, donc miser sur le savoir et les talents, stimuler l'entrepreneuriat local, dynamiser les différents pôles économiques. Je vais y venir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on veut dire par pôle économique? Propulser Montréal à l'international, donc faire en sorte que nos entreprises puissent exporter, puissent performer à l'international, puis ensuite appuyer un réseau performant, parce que le développement économique, ça ne passe pas juste par la ville, ça passe par l'ensemble de l'écosystème économique de Montréal. Évidemment, la crise actuelle, ça nous incite et ça impose de réorienter, de prioriser certaines actions. Donc, il y a une réflexion en cours tout de suite. Donc, vous l'avez déjà vu sans doute avec une première phase du plan de relance de la Ville qui a été dévoilée en juin dernier, qui couvrait les 6 derniers mois de 2020. Et ensuite, il y a une deuxième phase du plan de relance économique qui va venir, qui va être présenté dans quelques semaines.
avec 4 axes d'intervention et des orientations transversales aussi. Donc, on parle beaucoup encore de transition écologique, de démocratie, participation citoyenne, de solidarité, toute l'aspect d'équité, d'inclusion, d'innovation, d'exemplarité, de créativité. Donc, vraiment, on poursuit le travail, mais on met l'accent sur certaines priorités. La stratégie de développement économique se divise en 8 plans d'action distincts, dont le plan d'action ici qui nous intéresse, c'est le plan Bâtir Montréal, qui est le plan d'action en développement économique du territoire, où on avait 3 axes d'intervention. Le premier est d'établir une vision de développement pour les 3 pôles économiques de Montréal, donc le pôle de l'Est, le pôle de l'Ouest et le pôle du Centre. C'est une vision de développement qui porte à la fois sur le type de développement qu'on veut à l'échelle locale, mais aussi comment on peut permettre aux entreprises qui sont situées dans ces pôles-là de se projeter à l'international. Ensuite, le deuxième axe est vraiment de soutenir des projets d'investissement durable dans les pôles en misant sur les secteurs à haut potentiel. On pense, une des actions fortes dans cet axe ici, c'est la création du programme bâtiment industriel durable. Et aussi, il y a toutes les actions en matière de décontamination, qui sont les programmes qui sont existants. Et finalement, qui a un plus grand intérêt pour l'activité de cet après-midi, c'est le troisième axe qui est d'améliorer l'accessibilité des pôles d'emploi, la mobilité des personnes ainsi que la fluidité du transport des marchandises. Donc, un des livrables importants de cet axe-ci, c'est justement des études de mobilité pour les 3 différents pôles. Donc, il y en a une pour l'Est qui a été complétée l'an dernier, celle pour l'Ouest qui est en cours tout de suite, et celle pour le Centre est à venir. Donc, les 3 pôles de développement économique, les 3 pôles économiques de Montréal, c'est la façon que le territoire a été divisé. C'est beaucoup plus, c'est principalement une façon d'organiser le travail à l'interne. Évidemment, il y a des synergies qui existent entre les différents secteurs économiques qui sont situés dans ces pôles-ci. Si on met l'accent sur le pôle de l'Ouest en particulier, on parle d'un peu plus de 600 000 habitants, 600 000 résidents. D'un territoire qui comprend plusieurs arrondissements et plusieurs villes liées. Donc, c'est évidemment une des particularités du pôle de l'Ouest, la présence de plusieurs villes liées. En termes d'emploi, c'est un peu moins de 400 000. On parle du deuxième pôle économique en importance en nombre d'emplois sur l'île de Montréal, mais aussi le deuxième pôle économique en termes d'emploi à l'échelle du Québec et le principal pôle manufacturier du Québec. Et ensuite, on a divisé le territoire dans 21 secteurs géographiques clés pour encore plus cibler les interventions qu'on fait. Et il y a 21 de ces secteurs-là qui sont situés dans le pôle de l'Ouest. On peut vraiment les regrouper en trois regroupements différents de secteurs géographiques clés. Donc, au sud, on a les secteurs de La Salle, Héroux-des-Lafleurs et de Lachine-Est. Ensuite, plus au centre, si on parle dans l'axe de l'autoroute Côte-de-Liesse jusqu'à l'autoroute 15, l'autoroute des Laurentides, on parle de Chavaillon-Marché central, Hodge-le-Bourg, le corridor d'Écarie et le secteur Côte-de-Liesse. Et ensuite, pour vraiment le secteur plus l'ouest de l'île jusqu'à l'extrémité ouest de l'île, donc le secteur du Technoparc et le parc industriel d'Orval-Nord, le secteur de Pointe-Claire, Kirkland, de l'Arc des Ormeaux, et ensuite le secteur de Baie-d'Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, le pôle de l'Ouest, c'est évidemment un secteur, comme Blaise l'a mentionné, les extrémités de l'île se sont développées beaucoup en fonction des grands corridors infrastructurels, donc principalement les corridors autoroutiers. Et c'est la même chose pour les secteurs d'emploi qui sont situés dans le pôle de l'Ouest. Ils sont beaucoup axés sur les corridors autoroutiers. Il y a eu des pôles d'emploi importants qui sont situés aux intersections, que ce soit les intersections d'autoroutes, les intersections des grands boulevards et des autoroutes dans l'ouest de l'île. J'ai aussi souligné l'importance, on note la présence de plusieurs infrastructures importantes, donc évidemment l'aéroport de Montréal-Trudeau, les cours de skiage aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui ont un rôle extrêmement important dans l'animation et dans la vitalité économique du pôle de l'Ouest de Montréal dans son ensemble. Aussi, évidemment, l'arrivée du REM dans les prochaines années va complètement changer la donne pour la mobilité dans l'ouest de l'île, à la fois pour transporter des gens vers le centre-ville, mais aussi pour rendre les pôles d'emploi plus accessibles pour les résidents de l'ensemble de la région métropolitaine. Et je soulignais aussi
Certains projets transversaux, certaines réflexions transversales qui sont en cours tout de suite, donc le Club d'or d'innovation industrielle le long du canal de la Chine, qui est dans le fond une vision de développement pour les différents secteurs économiques situés en bordure du canal de la Chine. Ensuite, le pôle logistique de l'Ouest de Montréal, qui est juste, c'est pas une réflexion qui est nécessairement très, très structurée pour le moment, mais c'est juste pour souligner l'importance en termes de volume d'échanges qui transitent par le secteur situé aux abords de l'aéroport, aux abords des cours de triage et entre les deux aussi dans le secteur côte de l'Est. En termes de spécificité, en termes de filières qui sont présentes dans les différents pôles d'emploi, on note les sciences de la vie, l'aérospatiale, les TIC sont quand même assez importantes dans l'ensemble du territoire, la pharmaceutique, la fabrication. La fabrication alimentaire, tout ce qui est bioalimentaire aussi est présent dans plusieurs secteurs. La logistique, évidemment, comme je l'ai mentionné, on a quand même un des deux grands pôles logistiques de la région métropolitaine qui est situé dans l'ouest de l'île. Ensuite, si on pense à Chabanel, par exemple, il y a tout le secteur de la mode avec le secteur de Décali aussi, il y a quand même des activités de mode importantes. Et la Chine et la salle, on note la fabrication, la construction, encore une fois, la logistique est présente, l'agroalimentaire aussi est présente. Si on en vient plus spécifiquement à l'étude que Olivier va nous présenter en quelques instants, les premiers grands constats. Donc, l'objectif de ce mandat-là qui a été octroyé à MOBA et à Espace Stratégie, c'était premièrement de faire un portrait et d'élaborer une vision de la mobilité qui favorise la mobilité durable dans l'ensemble du pôle économique de l'Ouest, avec en plaçant une loupe particulière sur les 9 secteurs géographiques clés qui sont situés dans le pôle de l'Ouest. Ensuite, donc ça inclut une analyse de l'accessibilité des zones d'emploi, donc de dresser un portrait de l'accessibilité des zones d'emploi, tout en tenant compte évidemment que cette notion-là d'accessibilité va être appelée à changer assez drastiquement avec l'arrivée du REM. Analyser la mobilité des personnes, des travailleurs et des résidents de l'ouest de l'île, à la fois à l'intérieur des pôles d'emploi comme tels, mais aussi des déplacements vers et hors des zones d'emploi. Et finalement, on ne va pas l'aborder aujourd'hui de front, cet enjeu-là, mais identifier les impacts du REM sur les entreprises. Je dis qu'on ne va pas l'aborder tout de suite parce que l'étude est encore en cours. On vient juste de terminer les ateliers de consultation la semaine passée sur les impacts du REM. Donc, c'est vraiment le deuxième volet de l'étude qui est toujours en cours. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs interventions qui sont déjà prévues dans l'ouest de l'île qui devraient avoir un impact sur la mobilité. Évidemment, le REM, on l'a mentionné plusieurs fois, qui devrait changer les dynamiques de mobilité dans l'ouest de l'île. On peut aussi penser au Grand Parc de l'Ouest, qui est situé à proximité d'un de nos secteurs géographiques clés, et la station du REM Lens-à-Lorne, qui est située à mi-chemin entre les parcs industriels de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Baie-d'Urfé, va aussi donner accès au Grand Parc de l'Ouest. Donc, il y a quand même des synergies intéressantes ici en termes de mobilité, à la fois pour le Grand Parc et les parcs industriels. Le lien vert dans l'entreprise de l'autoroute 440 qui était prévu pour l'autoroute 440 est aussi un projet important qui s'en vient. Un deuxième parc naturel aussi qui est en planification, en réflexion tout de suite dans le secteur du technoparc, à proximité de l'aéroport. Encore une fois, on va pouvoir avoir accès à ce parc naturel-là à partir du REM, de la station du REM qui est située au technoparc. Évidemment, à l'intersection après de l'échangeur Décali, le projet Royal Mount est appelé quand même à avoir un impact important sur les dynamiques dans le secteur. Et finalement, le projet de ligne rouge de transport en commun structurant entre la Chine et le centre-ville aussi devrait avoir un impact important sur les dynamiques dans le secteur. Donc, c'était mon introduction en guise pour cadrer le mandat. Et ensuite, je vais laisser la parole à Blaise et Olivier pour la suite. Merci. Oui, alors pendant que Olivier s'installe et que Patrick oui, nous laisse le contrôle de l'écran. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Il y a énormément de potentiel avec l'arrivée du REM. Et puis, on va voir un peu là, plus précisément là, comment ça va profiter là, donc, à l'ouest de l'île dans les prochaines années avec Olivier.
D'accord. Est-ce qu'on voit mon écran qui est partagé? Je ne suis pas certain que ça Oui, fonctionne. on OK, voit bien ton écran. Il ne manque plus qu'à démarrer la présentation. OK. Donc, merci beaucoup, Blaise, pour l'invitation. On est super content de pouvoir venir le présenter. Excuse-moi, Olivier, juste de démarrer, là, démarrer les slides, là, parce que là, on voit toujours. Ah, OK. On est en mode. C'est un petit peu étrange. Je vais essayer ça. Et là, est-ce que ça fonctionne? Toujours pas. Je crois que c'est lorsque tu fais le partage de l'écran, là, tu dois choisir vraiment la fenêtre du. Je suis vraiment désolé. C'est la première fois qu'on a le petit pépin. Ça ne fonctionne pas non plus. Attendez, quand même. Okay. Alors, bienvenue dans ce moment de Et là, là. 2020. Hein, c'est tout à fait compréhensible. Nos outils vont devenir plus performants aussi. Je suis vraiment désolé. On dirait que ça ne prend pas en compte. En fait, tu dois démarrer la présentation et ensuite de ça, partager ton écran à l'aide de Zoom. Oui, on l'a là. Vous l'avez? Oui. OK, génial. Je suis vraiment désolé là, du contretemps. D'habitude, j'ai une petite sueur froide là, pour commencer la présentation. Donc, merci Blaise là, de nous avoir invités là, à venir représenter le portrait de l'Ouest qu'on a réalisé pour les services de développement économique. Donc, juste pour rappeler aussi qu'on est vraiment au début de l'étude, le portrait de l'Ouest a été remis. Et en fait, là, tout ce qui est le volet, en fait, on a un deuxième volet également qui est le volet là, FFOM, donc un volet qui est principalement lié aux forces, faiblesses, opportunités et menaces là, de l'arrivée du REM dans ces secteurs géographiques clés, qui est vraiment en cours de route. Donc, juste pour vous dire que aujourd'hui, la présentation du portrait elle va être très, très succincte, étant donné que le territoire est quand même très vaste et qu'on dispose de très peu de temps. Et l'aspect aussi, là, FFOM, donc force, faiblesse, opportunité, menace, va être également partiel, étant donné qu'il est présentement là, en création. Donc, juste avant de commencer la présentation, je veux juste vous parler rapidement, en fait, là, des centres de gestion des déplacements. En fait, là, je vous présente en fait qui nous sommes, en fait. Et en fait, les centres de gestion des déplacements, donc les CGD, en fait, c'est un regroupement d'organismes à but non lucratif qui se spécialisent en mobilité durable auprès des grands générateurs de déplacement, autant en fait des employeurs que par exemple des grands centres scolaires ou même des organisations là, publiques ou municipales. Pour la région de Montréal, en fait, nous sommes 3 CGD. Donc, il y a pour chacun de ces CGD-là, en fait, là, il y a un territoire là, qui leur est attitré. Donc, pour le pôle de l'Est, il y a le CGD EML pour Est de Montréal. Pour le centre-ville, il y a Voyager Futé. Et pour nous, MOBA, c'est principalement l'Ouest de l'île, d'où la raison pour laquelle on a été mandaté là, par le service de développement économique là, pour dresser le portrait de l'Ouest. Donc, rapidement, nos services, là, un des produits forts, en fait, pardon, là, des CGD, hein, ce sont les plans de gestion des déplacements. On a également une grande expertise là, de services conseils pour la mobilité durable en entreprise, donc des moyens pour implanter et favoriser l'utilisation des alternatives à l'auto solo auprès des employés, spécialisation également en cartographie et en sensibilisation, promotion là, de tout ce qui touche en fait là, la mobilité durable. Pour le plan de présentation, bien, ça va être vraiment très, très simple. On va avoir une toute petite introduction avec le mandat, mais comme Patrick en a vraiment très bien fait le tour, là, on ne perdra pas beaucoup de temps là-dessus. Je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est ce fameux REM-là, en quoi il va consister et comment ça va changer drastiquement, en fait, là, la mobilité là, dans l'Ouest. Et par la suite, on va vous dresser un portrait de quelques éléments là, qui est ressorti du portrait de la mobilité. Évidemment, on ne peut pas couvrir tout le territoire de l'ouest de l'île. Il va y avoir quelques petites brèves, mais qui, selon nous, sont vraiment très parlantes et qu'on est convaincu qu'il va susciter la conversation là, chez les participants. Puis, on va terminer avec, comme conclusion, un bilan et perspective de l'étude, en fait, et de la mobilité en général de l'Ouest et l'arrivée du REM. Donc, je ne répéterai pas, en fait, les points que Patrick a mentionnés, mais tout ça pour dire que
Le CGD MOBA et Espace Stratégie, on a travaillé justement pour dresser le portrait de l'Ouest. Et chose importante de rappeler là, dans notre analyse aujourd'hui, même si ça s'adresse à l'Ouest complet de l'île, on va se concentrer principalement sur des exemples là, qui touchent les différents secteurs géographiques clés là, que Patrick a bien énumérés tout à l'heure. Chose aussi importante à noter dans ce portrait de la mobilité de l'Ouest, différents éléments ont été intégrés à ce portrait-là. Donc, il y a l'organisation spatiale et caractérisation des entreprises, l'apport modal et la provenance des travailleurs, le transport routier qui consiste principalement là, au réseau de camionnage, le transport collectif et le transport actif. À noter que pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 3 principaux points, soit l'organisation spatiale du territoire de l'Ouest, le transport collectif et le transport actif. Et comme je mentionnais, vraiment le portrait, lui, s'est concentré uniquement là, sur les secteurs géographiques clés, mais la plupart de ces constats-là sont quand même applicables pour les secteurs qui se retrouvent en dehors de ces secteurs géographiques clés. Alors, le REM, en quelques chiffres, donc vous en avez entendu parler, ce fameux projet là, qui est vraiment le plus grand projet de mobilité là, depuis les 50 dernières années, est en branle actuellement. Mais si on le présente rapidement là, en quelques chiffres, ben, ça va être un système de métro léger sans conducteur. Donc, c'est une technologie qui est connue, qui est déjà utilisée un peu partout ailleurs dans le monde et même au Canada, mais c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour la région de Montréal. Ça va être un réseau qui va être constitué de 26 stations, ce qui est quand même considérable et qui va permettre une connexion aux 3 lignes principales là, du métro, à savoir la ligne orange, bleue et verte. Et chose vraiment intéressante à noter, sur les 26 stations, bien, il y en a 14 de ces stations-là qui vont être implantées sur le territoire de l'Ouest. Donc, c'est vraiment l'Ouest de l'île qui va bénéficier là, grandement là, de l'arrivée du REM là, sur son territoire. Pour ce qui est en fait de ces 14 stations-là réparties dans l'Ouest, bien, ils vont être répartis en fait sur 3 antennes. Donc, il va y avoir l'antenne de l'aéroport de Montréal. Il va y avoir également l'antenne Sainte-Anne de Bellevue, qui est vraiment située au centre, et l'antenne de Deux-Montagnes qui reprend ni plus ni moins là, que le tracé là, du train de banlieue de Deux-Montagnes. Chose vraiment intéressante pour ce qui est de la mobilité, c'est les fréquences auxquelles le REM va passer. Ça va être vraiment un gros gain pour tous les utilisateurs et les utilisatrices. On parle des passages aux heures de pointe aux 5 ou 10 minutes selon l'antenne, ce qui est vraiment quand même considérable, et des passages aux heures hors de pointe aux 15 minutes. Si on fait une comparaison, par exemple, au 30 banlieue, on va avoir plutôt des passages là, aux 30, 40, voire 60 minutes. Donc, on a vraiment un gain là, vraiment intéressant à ce qui a trait là, à la desserte là, pour les gens de l'Ouest. Également, sa mise en œuvre, en fait, ça a été annoncé pour les antennes de l'Ouest en 2023. Cependant, avec la COVID et l'arrêt de la construction, bien évidemment, c'est vraiment à prévoir là, des retards de ce côté-là. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de nouveaux échéanciers qui ont été proposés. Autre chose de vraiment important là, à savoir là, sur les différentes stations là, qui vont arriver dans l'Ouest, bien, en fait, j'ai dit l'Ouest, mais en fait, dans toutes les différentes là, stations qui vont toucher la grande région de Montréal, il va y avoir différents services qui vont être offerts sur à chacune de ces stations. Donc, les services qui sont planifiés pour ces stations-ci, on va intégrer, par exemple, là, à chacune des stations, des supports à vélo, des quais d'autobus, donc qui va permettre un rabattement du réseau d'autobus vers ces nouvelles stations du REM, des heures de dépose minutes également qui vont être vraiment là, implantées systématiquement pour chacune des stations du REM. Point super important à présenter, à mon avis, c'est un point qui est quand même assez polarisant, c'est celui-là, en fait, là, des stationnements incitatifs. Jusqu'à présent, ce qui a été annoncé par les communications de la Caisse de dépôt, c'est que la station de Lance-à-l'Orme, des Sources, Pierrefonds-Roxborough, Sunnybrook, Bois-Franc, du Ruisseau vont être munis, en fait, là, de stationnements incitatifs. Et pour ce qui est de la station de Kirkland, Fairview, Pointe-Claire, c'est mentionné que les stationnements sont à déterminer. Donc, on ne sait pas exactement encore s'ils vont avoir lieu. Mais une chose est certaine, c'est que l'arrivée du REM va être vraiment une alternative à l'auto-solo qui va être vraiment très
compétitive, très performante. Si on fait, par exemple, là, un exemple assez simple, si on faisait un déplacement de Lens-à-Lorne jusqu'à la gare centrale, selon les estimations du REM, on va pouvoir faire le trajet en 33 minutes. C'est vraiment une estimation. Si on le faisait, par exemple, en auto solo, on prendrait environ entre 25 et 45 minutes pour accomplir le trajet. Et en transport collectif, notamment là, avec la ligne de train, eh bien, on prendrait environ là, 1h30. Donc, on arrive vraiment là, avec un système qui serait très, très performant pour les déplacements est-ouest. Également, Patrick en a mentionné quand même beaucoup de ces éléments, donc je vais passer assez rapidement. Mais donc, si on s'attend principalement là, à l'organisation du territoire de l'Ouest, bien, une chose vraiment très, très importante, c'est que le pôle de l'Ouest est un pôle d'emploi qui est vraiment considérable. On parle d'environ 400 000 emplois, ce qui est vraiment un très grand bassin d'emploi. Évidemment, ce sont le type d'entreprises qui vont être implantées, ça va être des entreprises de type industriel et principalement manufacturières. Et celles-ci, la plupart de ces entreprises-là vont vraiment se concentrer à l'intérieur des secteurs géographiques clés. Également, chose à noter, comme Patrick l'a mentionné également, donc on a une desserte aéroportuaire et ferroviaire qui est vraiment à proximité, ce qui est vraiment là, un attractif pour en fait là, ces différentes entreprises manufacturières, d'où la raison pour laquelle la plupart d'entre elles se sont installées dans l'ouest de l'île. Chose intéressante aussi à mentionner, c'est le secteur résidentiel. Donc, ce qui est intéressant de voir avec l'ouest de l'île, c'est vraiment une distinction entre les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, dans les secteurs résidentiels, vont se situer là, vraiment en périphérie là, des zones industrielles. Et on va avoir une trame urbaine qui va être organisée de manière organique. Donc, on va avoir pas, plutôt qu'avoir une trame de rue qui va être très droite, on va avoir généralement là, des rues on pourrait dire là, sinueuses. Et la densité de la population est relativement faible. Cela étant dû, en fait, là, parce que la plupart des types de logis qu'on va retrouver dans l'ouest de l'île, ça va être des maisons de type unifamilial. Ce qui fait en sorte qu'en moyenne, on va avoir une densité là, de 10 logements à l'hectare, ce qui est relativement faible, ce qui est quand même assez difficile également là, pour arriver à implanter un système de transport collectif qui va être là, vraiment là, très performant, qui va permettre là, une desserte vraiment complète du territoire. Cela étant dit, la CIMM, via son PMAD, elle définit des seuils minimaux de 40 à 150 logements à l'hectare dans les heures TOD. Donc, malgré le fait qu'il va y avoir présentement une certaine densité de population qui est assez faible, aux alentours, par exemple, là, des nouvelles stations REM et même des gares de train, on prévoit vraiment une densité de la population, ce qui va vraiment être un gain qui permettre là, vraiment un transport collectif qui est beaucoup plus intéressant. Également, l'ouest de l'île, comme Patrick l'a mentionné, il y a eu des espaces verts qui sont vraiment considérables. Donc, juste à penser, par exemple, avec l'arrivée du Grand Parc de l'Ouest dans les prochaines années, c'est vraiment un aspect qui est vraiment très important, qui va devenir de plus en plus là, un pôle d'attraction vraiment là, intéressant pour l'ouest de l'île. Chose aussi importante à mentionner pour l'Ouest, c'est son réseau autoroutier, la façon qu'il est structuré. On va avoir un réseau autoroutier qui est vraiment très bien développé. Donc, on va avoir un réseau là, de plusieurs systèmes d'autoroutes sur le territoire, avec notamment l'autoroute 40, la 13, la 15, la 20, l'exact 120. Et en plus de ça, on va avoir un réseau ferroviaire qui va être très imposant. Ce réseau autoroutier et la présence de ces chemins de fer-là sont vraiment des atouts intéressants là, pour des entreprises qui voudraient faire de l'import-export ou simplement le déplacement là, de marchandises. C'est vraiment des atouts super majeurs. Par contre, ces infrastructures-là géantes, qui sont vraiment massives, représentent en fait des barrières physiques importantes pour les autres types de mobilité, que ce soit en fait pour le transport collectif ou même le transport actif. Dernier élément que vous connaissez sûrement très bien, que vous avez déjà vécu souvent au quotidien, c'est vraiment la circulation routière pour les réseaux autoroutiers. En fait, la congestion routière, elle est présente, elle est constante pratiquement 7 jours sur 7. Et malgré tout, il y a quand même des points qui sont particulièrement chauds, des endroits où c'est particulièrement congestionné. On n'a qu'à penser, par exemple, à la jonction de l'autoroute 13 et de l'autoroute 40 et de l'autoroute 40 aux jonctions de l'autoroute 15 également, qui sont vraiment là, les endroits les plus congestionnés, en fait, là, de la province. Donc, si on met tous ces éléments-là en commun, eh bien, on remarque, en fait, on a tous les ingrédients pour valoriser ou faciliter, en fait, la culture de l'auto, les déplacements en auto solo.
parce que ça représente en fait beaucoup de freins justement à l'utilisation du transport collectif. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais dans certaines fois, l'utilisation du transport collectif ou même du transport actif, ce n'est pas nécessairement une option qui est vraiment alléchante. Et ça se répercute en fait là, dans les parts modales là, pour les gens qui vont habiter l'ouest de l'île. Donc là, il y a deux chiffres là, qui sont vraiment intéressants là, à se rappeler. C'est la part modale, en fait, là, pour les déplacements motorisés entrant dans le secteur, mais on pourrait avoir exactement le même constat pour les parts de déplacement qui sont sortant du secteur. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est pratiquement le 3/4 là, des déplacements sont effectués en auto, alors que seulement 20% là, sont effectués en transport collectif. Donc, vraiment, l'automobile, c'est vraiment le choix de prédilection pour faire les déplacements, soit quotidiens pour domicile de travail ou bien là, pour les services de proximité, atteindre ces services de proximité ou la plaisance. Donc, l'automobile, c'est vraiment le moyen de transport qui est privilégié pour l'Ouest. Donc, si on rentre un peu plus précisément là, dans le portrait de la mobilité, voici en fait là, une carte qui a été dressée là, qui recense les différents services de transport collectif pour le secteur. Donc, on a en vert le futur tracé du REM avec ses 3 antennes et les différentes stations. À l'intérieur également, on va retrouver en rose les lignes de bus qui sont de type express et en bleu les lignes régulières. Et également, là, chose à noter, là, on va avoir la 747 qui va permettre là, de rejoindre l'aéroport Montréal-Trudeau. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que la desserte au sud, il y a un mode lourd. En fait, c'est vraiment le train de Vaudreuil-Hudson qui va permettre là, de desservir tout le secteur résidentiel qui est vraiment au sud de l'ouest. Au nord, on ne le voit pas malheureusement, mais on a au nord-est plutôt, là, on a le train de Deux-Montagnes qui va permettre là, vraiment une desserte ici et qui va être remplacé là, par le REM graduellement. Et chose importante à noter, c'est qu'à l'intérieur de l'Ouest, c'est ça malheureusement, là, on a un manque d'infrastructures lourdes de transport collectif là, qui est vraiment flagrant. Donc, avec l'arrivée justement du REM, on va avoir une alternative, vraiment un mode lourd très efficace qui va permettre d'arriver justement, de desservir ces grands pôles d'emploi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment très intéressant. Et si on regarde le reste, en fait, du territoire, ce qu'on remarque, c'est que, justement, ce qui est intéressant, c'est que les lignes de bus, en fait, le service de bus permet là, une desserte de tous les secteurs, en fait, de toutes les villes et arrondissements du secteur de l'Ouest. Ce qui est quand même pas négligeable de ce côté-là. Et la plupart, par contre, à noter que ces lignes-là, ils permettent une desserte d'ouest en est. Et donc, là, la desserte nord-sud est souvent là, un petit peu plus difficile de ce côté-là. Si on fait un tout petit zoom, si on s'attarde un peu plus aux détails là, pour certaines régions là, en fait, là, de l'ouest de l'île, ce qu'on remarque, justement, évidemment, il y a une desserte là, de bus qui est quand même intéressante. Par contre, ce qui est un petit peu plus difficile, qui rend la desserte un peu plus difficile, et un frein à quelque part pour certains utilisateurs là, qui vivraient, par exemple, à Baie-d'Urfé ou à Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est que principalement, les secteurs qui vont être desservis, ou plutôt les artères qui vont être desservis, ça va être vraiment les grands axes routiers, donc les grands boulevards. Et encore une fois, c'est une desserte généralement là, qui va être d'ouest en est. Ce qui fait en sorte que, par exemple, des personnes là, de Sainte-Anne-de-Bellevue qui doivent prendre le bus, c'est un petit peu plus difficile étant donné la grande distance là, qui les sépare avec les arrêts de bus les plus près. Et comme je l'ai mentionné rapidement aussi, là, une autre limitation du secteur, c'est vraiment la desserte de bus, mais orientée de nord-sud. Donc, de ce côté-là, c'est beaucoup plus restreint. Et il y a une raison pour laquelle, en fait, là, cette desserte-là est beaucoup plus restreinte. En fait, c'est à cause vraiment de l'aménagement du territoire. Et également là, la présence là, de ces grandes barrières physiques, d'envoyer des bus, par exemple, sur une autoroute ou faire traverser ou dépasser, par exemple, là, une autoroute, c'est quand même assez difficile. Donc, le but ici, c'est pas de tirer à boulet rouge contre la Société de transport de Montréal, mais vraiment bien expliquer que l'aménagement du territoire là, ne favorise en rien l'utilisation ou plutôt le déploiement, en fait, là, de bus dans des secteurs résidentiels et même industriels là, pour l'ouest de l'île. Donc, et ce qui rend... Ah oui, aussi un autre point très, très important de mentionner, c'est que justement, la desserte est vraiment relativement quand même
efficace pour desservir en fait là, des gens qui résideraient de l'ouest et qui voudraient se rendre par exemple vers le centre-ville. Mais évidemment, les déplacements à l'interne sont beaucoup plus difficiles et vraiment beaucoup moins attrayants. Donc l'auto, encore une fois, vraiment le moyen le plus facile à utiliser pour les déplacements à l'interne à l'intérieur même là, de l'ouest de l'île. Malgré tout ça, malgré en fait dans certains secteurs où la desserte n'est pas très importante, il y a quand même des opportunités vraiment intéressantes de transport collectif là, pour certains secteurs de géographie clés. On n'a qu'à penser par exemple au secteur de Hodge-le-Beau, qui est vraiment situé juste ici et qui va accueillir la station le Côte de Liesse. C'est un secteur qui est quand même vraiment choyé en ce qui a trait à la desserte de transport collectif. Donc, le territoire est vraiment là, délimité ici là, par les pointillés rouges. Donc, le secteur il va avoir une desserte d'environ 16 lignes de bus, dont une ligne aux 10 minutes. Également, ce qui est vraiment intéressant pour le secteur, c'est qu'il est situé à proximité là, de la station du collège, la ligne orange, et également là, qui est vraiment à proximité là, de la gare de train de Montpellier. Malgré le fait qu'il y a vraiment des infrastructures à proximité, la desserte est quand même un petit peu plus difficile pour certains secteurs, étant donné en fait l'effet d'enclave qui est présent dans le secteur. En fait, cette enclave-là est formée ici là, au nord là, par l'autoroute 15, au sud par l'autoroute 40, ici, et une ligne de chemin de fer qui est juste ici, dans le fond, là, située à l'ouest. Donc, la desserte est pénétrée, en fait, là, à l'intérieur de ce secteur-là, autre qu'en automobile, c'est un petit peu plus difficile, ce qui fait en sorte que la desserte, des fois, de ce secteur-ci, va être un peu plus longue et pas nécessairement optimale dans le secteur, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de services qui est offert. Et donc, vraiment, la situation d'enclavement fait en sorte que la desserte en transport collectif va être un peu plus difficile, principalement, en fait, là, pour les secteurs qui vont être situés là, à l'est, en fait, là, du chemin de fer là, que va prendre, en fait, là, la future ligne du REM, en fait, qui va passer par là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, puis une nouvelle opportunité là, pour le secteur, ça va être l'arrivée de la station Côte de Liesse, en étant situé vraiment là, au milieu du territoire. Tous les utilisateurs, par exemple, là, du transport collectif voudraient faire le transfert vers l'utilisation du REM pour se rendre sur leur lieu de travail, bien, peut-être quand même, ça va offrir une nouvelle offre qui va être vraiment intéressante et qui va pouvoir permettre en fait une meilleure accessibilité là, du secteur qui va être situé justement à l'est là, de la voie ferrée. Et c'est vraiment quand même un gain qui est vraiment super intéressant. Donc, dans certains cas, justement, les lignes de bus sont présentes, mais malheureusement, la desserte va être compliquée, non pas par nécessairement un manque de lignes ou un manque de desserte, mais vraiment qui vont être bloquées ou vraiment limitées là, par les différentes entraves là, qui vont former dans le secteur. Donc, une super quand même très, très bonne nouvelle là, pour le secteur de Hodge-le-Beau avec l'arrivée de la station Côte de Liesse. Donc, si on passe maintenant là, au transport réactif et le réseau de pistes cyclables, encore une fois, nous avons le même fond de carte, sauf que cette fois-ci, on a en bleu les bandes cyclables et pistes cyclables en site propre. Donc, en bleu, ce sont vraiment les pistes qui sont actuellement présentes sur le territoire. Et en jaune, ça va être le réseau qui va être projeté soit par la ville-centre ou les villiers ou arrondissements. Donc, c'est vraiment deux choses vraiment deux choses à distinguer pour l'analyse ici. Ce qu'on remarque encore une fois, c'est que le réseau cyclable est quand même relativement bien développé dans l'Ouest, comme un peu c'est le cas là, en fait là, avec le transport collectif. Chose à noter par contre, c'est que la plupart de cette desserte-là de réseau cyclable, en fait, c'est vraiment des pistes cyclables qui vont être situées là, vraiment en périphérie là, des grands centres, des grands pôles dans le poids. Donc, ce qui fait en sorte que, généralement, ces types de pistes cyclables-là sont plus utilisés, en fait, en termes de récréatifs, si on veut. C'est vraiment lié plutôt à l'utilisation pour des activités de villégiature, de détente. Donc, ce n'est pas nécessairement des pistes qui sont nécessairement utilisées là, pour permettre là, les déplacements de domicile-travail. Autre chose qui est vraiment intéressante à noter, c'est vraiment la déconnexion, le manque de connexion en fait là, de certains secteurs
Comme on peut voir, par exemple, là, dans n'importe où, en fait, dans le secteur, par exemple, là, dans Beaconsfield, c'est que dans certains cas, on va avoir un réseau de pistes cyclables qui est relativement bien développé, mais sur quelques centaines de mètres, on va avoir un manquement qui va faire vraiment un manque de connexion. Ça a un impact vraiment important, en fait, là, sur les utilisateurs. Généralement, ça va représenter un frein, étant donné que généralement, ça va avoir comme un impact sur le confort et surtout le sentiment de sécurité là, des cyclistes à utiliser leur vélo sur la route, en fait. Donc, ce manque de connexion-là, c'est vraiment quand même un bon frein là, à l'utilisation du vélo comme moyen de transport là, pour les déplacements de domicile-travail. Ce qu'on peut remarquer, par contre, c'est avec les lignes jaunes, donc je répète, c'est vraiment le réseau cyclable qui va être projeté. La plupart, dans le fond, des arrondissements ou villiers vont faire en sorte là, de vraiment augmenter la part de la connexion, également augmenter la part de leur réseau qui va vraiment prendre plusieurs kilomètres. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, dans les prochaines années, justement, le réseau de transport, le réseau cyclable là, va tendre là, vraiment à gagner en efficacité, en sécurité et surtout en connexion. Ce qui est une chose qui est vraiment intéressante aussi, si on se met à focaliser un petit peu plus là, sur les secteurs géographiques clés, si on prend le cas, par exemple, là, du secteur Pointe-Claire, où on va avoir en fait l'arrivée de la station Kirkland, Fairview-Pointe-Claire, pardon, et des sources, c'est qu'encore une fois, le réseau de cyclables, souvent, il va être discontinu ou carrément absent. Donc, on le voit très bien ici dans les secteurs résidentiels, juste au nord, là, de l'Or des Ormeaux, le réseau cyclable est relativement bien développé dans ces secteurs résidentiels-là. Par contre, si on focalise en fait à l'intérieur même du secteur géographique clé, donc à l'intérieur du territoire qui est délimité là, avec là, les lignes pointillées en rouge, bien, ce qu'on remarque, c'est que en fait, le territoire, là, en fait, il n'y a aucune desserte pratiquement là, de pistes cyclables pour ce secteur industriel-là. Et une chose qui est vraiment intéressante aussi de relever, en fait, là, vous pouvez voir ici, là, dans les cercles rouges, ça représente les accidents piétons et cyclistes. Et on peut voir que justement, ces accidents-là vont avoir lieu sur les grands boulevards qui sont les plus passants dans les secteurs industriels, donc, comme on peut voir juste ici. Et en fait, ces concentrations d'accidents en fait, ont lieu sur des routes qui n'avaient pas d'infrastructure, là, justement. Il n'y a pas de pistes cyclables ou bandes cyclables pour les cyclistes. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi là, de sécurité pour les piétons et cyclistes. Donc, en implantant justement là, un réseau de pistes cyclables, on vient justement faire un gain également pour les cyclistes en termes de sécurité. À noter, par contre, ce qui est vraiment très, très intéressant par la ville de Pointe-Claire, c'est qu'ils prévoient vraiment, là, grâce à leur PPU Centre, d'améliorer vraiment la situation. On peut voir justement avec le réseau, en fait, le réseau de pistes en jaune, c'est qu'on voit que il va y avoir une amélioration de la situation et les pistes cyclables vont permettre vraiment de desservir une plus grande part en fait, là, du secteur géographique clé et ce qui va permettre également là, une meilleure desserte en fait, qui va permettre une desserte là, pour les différentes stations d'IREM qui vont arriver là, dans les prochaines années. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment là, une super bonne opportunité là, que la ville de Pointe-Claire est en train de prendre et qui va faire vraiment là, un gain pour l'utilisation du transport actif, mais également collectif. Donc, on va avoir un moyen justement là, de se déplacer, puis un moyen là, pour combler justement la question du fameux dernier ou premier kilomètre là, pour se rendre aux différentes stations, soit de train ou du REM dans ce cas-ci. S'il y a des endroits qui, jusqu'à présent, ont pu voir que le réseau de transport actif à l'intérieur de ces secteurs géographiques-là était à quelque part un peu, peu développé. Il y a d'autres secteurs qui, en fait, c'est le contraire. Le réseau en fait, là, de pistes cyclables à l'intérieur de ces secteurs géographiques-là est relativement bien développé. C'est le cas, par exemple, là, du secteur Technoparc où on va accueillir en fait là, la station Marie Curie de la ligne, en fait, de l'antenne Aéroport Montréal-Trudeau.
Ce qui est vraiment intéressant de voir pour ce secteur géographique-là, c'est que d'une part, évidemment, il est enclavé comme la plupart des secteurs géographiques clés là, de l'ouest de l'île. Donc, il va être ceinturé en fait là, par la présence au sud là, de l'aéroport, à l'est par un réseau d'autoroutes. Il va être également là, traversé là, par l'autoroute 40. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, à l'intérieur même là, de ce secteur-là, il y a un bon réseau de pistes cyclables qui est quand même vraiment bien développé. Donc, ça, c'est vraiment un point super positif pour un type d'aménagement de ce genre-là, où on va retrouver là, beaucoup d'industries manufacturières et autres, mais également de recherche dans ce cas-ci. Par contre, si le réseau est vraiment bien développé à l'intérieur du secteur, pardon, la connexion entre les différents secteurs géographiques ou même les secteurs résidentiels, lui, il est beaucoup plus difficile. Si on veut accéder, par exemple, par le nord au secteur du Technoparc, bien, il y a seulement un chemin qui est possible là, par la rue Alberne là, qui permet vraiment là, de traverser l'autoroute 40. Et on peut voir aussi qu'il y a une plus grande concentration d'accidents dans ce secteur-là où il n'y a pas nécessairement là, à chaque endroit des pistes cyclables et où la circulation automobile est vraiment importante et où l'interaction entre cyclistes et automobilistes est plus forte. Donc, on voit quand même une concentration un peu plus importante d'accidents de ce côté-ci. Et également, là, pour ce qui est de la connexion là, pour le secteur sud résidentiel, bien, justement à cause en fait, de la présence de l'aéroport, il n'y a pas de lien direct. Nécessairement, on doit faire un détour là, vers l'ouest là, par le boulevard des Sources qui est vraiment situé juste à l'ouest. Mais ce qui est quand même intéressant avec le réseau de pistes cyclables projeté, c'est qu'il va y avoir une connexion sous forme de pistes cyclables là, qui va permettre justement là, une connexion avec les secteurs sud, là, la région de la ville de Dorval, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus de ce côté-là. Mais tout ça pour dire que dans certains secteurs, c'est quand même possible d'avoir des infrastructures là, pour le transport actif. Et ce qui est vraiment intéressant pour justement les déplacements à l'interne. Donc, en ayant des infrastructures qui vont permettre le transport actif, bien, on facilite et on favorise justement l'utilisation soit de la marche ou même du vélo là, pour les déplacements à l'interne et voire même domicile-travail. Et ça fait en sorte aussi que c'est un environnement qui est beaucoup plus sécuritaire, qui est beaucoup plus convivial et donc plus invitant pour les utilisateurs. Donc, de ce côté-là, surtout aussi avec la présence là, de végétation, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très convivial. Également, un autre point important là, avec la présence d'infrastructures pour le transport actif, comme c'est le cas là, dans le secteur du Technoparc, c'est lorsqu'on va avoir l'arrivée en fait là, du REM, qui est vraiment situé vraiment, dans un endroit qui est quand même central par rapport aux différents employeurs. La problématique ici là, du dernier ou premier kilomètre va être quand même un peu atténuée, étant donné que justement les déplacements à pied vont être quand même favorisés, étant donné là, la présence d'une infrastructure de transport actif qui est vraiment plus intéressante dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment une force là, pour le secteur du Technoparc. Pour terminer, en fait, en termes peut-être de conclusion ou de synthèse là, de la présentation d'aujourd'hui, chose vraiment qui est vraiment très importante là, à rappeler, c'est que si le transport actif ou même le transport collectif là, est un peu plus limité pour l'ouest de l'île, il y a quand même des raisons pour lesquelles c'est comme ça. En fait, il y a une présence vraiment importante de barrières physiques et des secteurs qui sont fortement enclavés, ce qui fait en sorte que l'implantation du transport collectif et actif, c'est beaucoup plus difficile. Et ça fait en sorte aussi que l'enjeu du premier kilomètre est vraiment quand même un peu plus compliqué de ce côté-là. Également, même si on va arriver avec le REM, l'arrivée du REM va être vraiment un super grand gain là, pour les déplacements en transport collectif. La mobilité interne en transport collectif va toujours demeurer quand même là, un défi de ce côté-là, notamment avec les déplacements nord-sud qui sont un petit peu plus difficiles. Également, un autre défi qui va être quand même assez important là, pour le secteur, ça va être l'arrimage des réseaux cyclables et des réseaux de transport collectif, comme on a pu voir en fait là, avec le cas là, de ville, pour le secteur de Pointe-Claire. Avec le développement en fait là, du réseau cyclable qui va permettre justement une connexion vers ces grands, par exemple, ces grandes stations du REM, ça va être quand même plus intéressant, soit plus facile aussi de se rendre à ces endroits-là, à ces stations du REM.
Puis, l'automobile ne va pas nécessairement être le choix toujours le plus utilisé dans ce cas-ci. Également, un autre enjeu qui a été souligné, qu'on a pu voir également là, grâce à notre recherche, c'est souvent, dans certains cas, l'accessibilité universelle qui peut être difficile pour se rendre là, aux différents accès du transport collectif. Ça, c'est un exemple qu'on peut voir ici en fait, là, d'aménagement piéton pour se rendre à la gare de Baie-d'Orphée, où on a seulement, en fait, là, des marches, une série de marches là, pour se rendre à la station qui permet une connexion avec le stationnement incitatif qui est quand même situé là, à quelques centaines de mètres, là, un peu plus à droite sur la photo. Donc, une personne qui serait, par exemple, là, à mobilité réduite, ça devient quand même assez difficile de pouvoir utiliser le transport collectif dans ce cas-ci. Et également, un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais c'est la part du stationnement incitatif là, qui va entourer les stations du REM. C'est vraiment un dossier qui est vraiment très polarisant et chacun des choix est quelque part valable. Chacun, comment je peux dire, l'implantation, en quelque part, de grands stationnements incitatifs peut avoir un certain sens pour favoriser justement le transfert modal, mais d'un autre côté, si on veut densifier là, les logements ou la densité de population autour de ces stations REM-là, d'avoir des grands stationnements incitatifs, bien là, on vient un peu contrecarrer là, la logique de densification. Donc, c'est vraiment une question qui est quand même assez difficile à répondre à ce niveau-ci. Évidemment, si on part en finir un peu avec une note un peu plus positive, bien évidemment, l'arrivée du REM, ça va vraiment grandement là, améliorer l'offre de mobilité durable, mais ça va nécessiter nécessairement là, une refonte là, du réseau là, de la CM qui est déjà en cours et qui va faciliter également là, tous les déplacements là, en bus. Donc, plutôt qu'avoir un système de bus qui permet un rabattement vers les trains de banlieue ou voir le métro, par exemple, on va avoir un système de rabattement là, qui va se diriger plutôt vers les stations de REM, donc qui va permettre de raccourcir les déplacements en bus, donc qui devrait augmenter l'efficacité de ce côté-là en termes de temps de déplacement. Une offre, également, c'est comme je mentionnais, le REM va offrir vraiment une alternative qui est vraiment compétitive à l'auto. Donc, on peut vraiment s'attendre à une augmentation de la part modale là, des utilisateurs du transport collectif là, pour les déplacements là, au quotidien. Également, une chose aussi qui va être quand même intéressante, comme Patrick l'avait mentionné dans sa présentation, c'est que la présence aussi, là, ou plutôt l'arrivée du Grand Parc de l'Ouest, qui va se situer vraiment là, à quelques centaines de mètres là, de la gare de Baie-d'Orphée. Donc, ça va permettre justement un meilleur accès à ces grands espaces verts-là. Et c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant avec l'arrivée du REM. Mais également, une chose qui est vraiment, je pense, qui va être primordiale de mettre de l'avant, malgré le fait que justement, il va y avoir l'arrivée de toutes ces méga structures-là qui sont vraiment invitantes, qui vont augmenter l'offre en transport collectif. Eh bien, ça va être le défi le plus important, ça va être vraiment essayer de mettre fin à la culture de l'auto, en fait, de vraiment favoriser ou de pousser les gens là, à aller essayer d'utiliser ces nouveaux modes de transport collectif-là. Donc, d'essayer d'embarquer dans le REM, d'essayer de prendre son vélo, d'essayer de prendre le bus, au moins à l'occasion. Donc, ça va être vraiment les défis les plus importants, malgré le fait que, dans le sens que ça ne veut pas dire que si on a une desserte là, de bus ou même là, de REM qui devrait être vraiment à côté de chez ça, ça ne veut pas seulement dire que ça va être le premier réflexe que certaines personnes vont avoir de sauter, en fait, au travail, qui vont prendre, en fait, là, décider de prendre, en fait, le REM plutôt que l'auto pour faire leur déplacement, le travail, domicile, par exemple. Donc, voilà. Et si je peux me permettre, là, pour terminer ma présentation, je vais profiter de la tribune pour faire une petite plug, en fait, des CGD. Si vous voulez connaître davantage de nos services, vous pouvez aller visiter là, le site www.cgdmetropolitain.com. Et dans les prochains jours, en fait, le 22 octobre, on va tenir le déjeuner des leaders. Donc, si vous venez venir participer, ça va être un événement qui va être 100% virtuel. Et on va parler, en fait, de mobilité et récompenser, en fait, là, certains acteurs qui sont mis de l'avant pour la mise en place là, de projets innovants en mobilité durable. Voilà. Merci infiniment, Olivier. C'est tout un portrait que vous avez réalisé, très complet, très détaillé. Je pense que les auditeurs vont apprécier. On a déjà quelques questions. Alors, si vous voulez poser des questions, utilisez l'outil Q&A, questions et réponses, pour qu'on puisse vous lire là, ici et poser vos questions aux différents intervenants. Alors, je vais tout de suite prendre quelques questions avant de terminer avec
avec ma partie. Donc, est-ce que ce serait possible de savoir sur quelle période ont été recensés les accidents de piétons et cyclistes? Donc, je pense que ça s'adresse principalement à Olivier. Oui, super bonne question. En fait, c'est ça, les données qui sont récupérées par la Ville de Montréal et le service du SPVM. Et ça comprend la période de 2012 et 2018. En fait. Parfait. Une autre question. Est-il possible d'obtenir la liste des grands générateurs de déplacement de l'Ouest? Est-ce qu'on a ça peut-être du côté du service de développement économique ou où est-ce qu'on retrouve ça? Avez-vous des idées là-dessus? Existe-t-il une liste des grands employeurs, des grands générateurs de déplacement? Oui, on a quand même une liste des grandes installations, des grandes entreprises dans l'Ouest. Donc, en termes de générateurs de déplacement, il faudrait que je vérifie exactement ce qu'il y a dans cette liste-là. Je vais peut-être retourner la question à Olivier aussi. Quelles données ils ont utilisées pour l'étude? Oui, mais en fait, ça a été les données en fait, là, de la Ville de Montréal. Mais de savoir là, s'il y a une liste qui est publique, ça, c'est une bonne question. Là. En fait, là, ça a été une demande auprès de la Ville. Donc, c'est une très bonne question de ce côté-là. Je ne pourrais pas répondre. Bon, alors ça, faut continuer les recherches sur cette question-là. Oui. Bon, il y a une question un peu sur les participants au programme de Parmoba. Est-ce que, Olivier, tu pourrais dire un mot sur les résultats actuels anticipés qui sont de vos partenaires dans l'Ouest? La question étant, parmi les grands générateurs de déplacement de l'Ouest, lesquels seraient des participants des programmes offerts par MOBA et quels sont les résultats actuels ou anticipés? OK. En fait, là, pour le moment, en fait, dans le cadre de la recherche là, pour le portrait de l'Ouest, on n'a pas nécessairement de partenariat là, particulier. On n'a pas lancé de projet avec les grands générateurs de l'Ouest. C'était vraiment le but, là, c'était de participer à la création du portrait de l'Ouest. Par contre, on a d'autres clients qui sont situés un peu partout là, dans la région de Montréal, là, mais on n'a pas de projet fixe là, qui est en lien là, directement avec le pôle Ouest, donc on ne peut pas répondre à ce niveau-là de ce côté encore. Parfait. Merci. Alors, je vais enchaîner avec ma partie de présentation. Là, il nous reste un peu moins d'une demi-heure. Alors, je vais moi aussi faire le tour de passe-passe. J'espère que je vais le réussir du premier coup. Alors, voilà. Je vous partage ma présentation. Alors, oui, donc au Conseil régional de l'environnement, donc nous, on travaille sur la promotion du développement durable, sur la concertation des acteurs du développement durable. Et puis, je pensais que pour terminer l'excellente présentation d'Olivier, ce serait bien de se projeter un petit peu plus à long terme, donc dans les objectifs de mobilité durable dans un horizon 2050. Donc, 2050, quand on pense à la planification des grands chantiers d'infrastructures et puis aussi à tous les changements de comportement là, que ça implique de passer à une mobilité durable, ça vient très, très vite. Alors, qu'est-ce que la mobilité durable? Finalement, c'est le pendant de la mobilité, là, c'est le concept de développement durable qu'on applique à la mobilité. Donc, où on va aller répondre aux différents enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la mobilité. Donc, par exemple, dans la sphère sociale, on considère les enjeux d'équité dans l'accès. Hein? Est-ce que tous les habitants d'un quartier ont des accès égaux à la mobilité ou est-ce que, si on est plus favorisé économiquement, on a accès à beaucoup plus? Donc, c'est des enjeux d'équité principalement. Il y a aussi les enjeux de santé qui vont là-dedans. Donc, la sédentarité est un grand enjeu de santé. Ça participe à la bonne ou à la mauvaise santé de la population là, que de pouvoir se déplacer
de manière active. Évidemment aussi les enjeux de sécurité routière là, que Olivier a bien mis en lumière. Au niveau de l'économie, on voit que c'est l'efficacité, la compétitivité d'une région économique peut reposer ou pas sur la mobilité. Quand en 2018, la communauté urbaine de Montréal avait chiffré l'impact à 4,2 milliards de coûts là, reliés à la congestion dans la région métropolitaine. Alors ça, c'est un bon indice qu'il y a un problème d'efficacité relié à la congestion. On a entendu aussi beaucoup d'entreprises expliquer qu'ils avaient des problèmes de recrutement puis de rétention lorsqu'elles étaient mal connectées, là, par exemple au transport collectif ou lorsque leur secteur était trop congestionné. Et il y a plusieurs autres enjeux économiques. Au niveau de l'environnement, c'est un petit peu sur ce troisième thème-là que je voulais amener la discussion pour la finale. Donc, il y a les enjeux évidemment de pollution de l'air qui participent à plusieurs maladies, par exemple là, avec les particules fines, on parle d'artérosclérose, de problèmes aussi de dégénérescence cérébrale, donc assez sérieux. Les changements climatiques, évidemment. Et puis, l'artificialisation des territoires, les déconnexions écosystémiques qui peuvent se produire quand on fait passer des routes. Et puis, bien évidemment, l'empreinte écologique. Il y a une étude qui a été réalisée par la firme Dunsky pour le gouvernement du Québec qui peut un peu nous donner des indices là, d'où on pourrait aller pour rencontrer nos cibles de réduction des gaz à effet de serre. Je vous invite à prendre connaissance de cette étude-là. Et puis, on a aussi réalisé un webinaire il y a 2 semaines avec la présence de M. Dunsky. Là, vous pouvez aller voir ça sur l'électrification des transports. Alors, j'en tire quelques passages là, pour un peu se donner une idée de ça serait quoi une mobilité durable du point de vue environnemental puis du point de vue des changements climatiques particulièrement. Donc, on voit ici un tableau qui fait un peu un état de comment il serait possible d'atteindre nos réductions de gaz à effet de serre. Et puis, on voit une petite flèche là, qui traverse l'image entre 2015, 2030 et 2050. Donc, on voit qu'en 2015, on produisait 34 mégatonnes d'équivalent CO2 dans les transports. Et puis que pour atteindre nos cibles, il faudrait passer à 23 en 2030 et à 0 en 2050. Donc, ce chiffre-là est assez marquant, mais il correspond aussi à l'engagement de la Ville de Montréal d'être carboneutre d'ici 2050. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et ça, c'est une excellente nouvelle que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Par contre, la façon dont on va s'y prendre va beaucoup influencer le réalisme de tout ça. Et puis, on voit à travers les travaux de Dunsky que si on ne fait qu'électrifier nos véhicules personnels et nos véhicules de transport de marchandises, on voit qu'on va avoir un énorme défi de production d'électricité au Québec. Alors, le scénario optimal que propose Dunsky, c'est plutôt d'opter pour une gestion de la demande des transports et puis d'ajouter des mesures en aménagement du territoire, en transport en commun, puis en transformation finalement des milieux de vie pour qu'on ait un moins gros défi là, de production d'électricité dans le futur. En mobilité durable, on vise toujours à répondre donc par trois différents types de stratégies qui sont aussi hiérarchiques. Donc, pour arriver à cette mobilité carboneutre en 2050, il faut d'abord miser sur des stratégies de réduction de la demande de transport. Donc ça veut dire aménager des villes qui sont plus complètes, qui sont plus denses, où les gens vont avoir moins à se déplacer. Donc, on parle souvent des secteurs où on peut
vivre, travailler, se divertir, peut-être étudier. Donc, dans le cas du West Island, il y a certaines bonifications qui peuvent être faites à ce niveau-là. Il y a aussi au niveau de l'aménagement des TOD, donc il va y avoir plusieurs secteurs donc, appelés à être réaménagés selon les principes des TOD, donc Transit Oriented Development, donc des secteurs aménagés autour du transport en commun. Alors ça, c'est très porteur. Encore faut-il que ce soit bien fait. Pour l'instant, le bilan des TOD est mitigé. On voit que ça ne produit pas nécessairement les résultats escomptés lorsque les TOD ne sont pas réellement complets ou on ne peut pas, par exemple, avoir une épicerie sur place ou des secteurs pour se divertir sur place, et puis où les connexions avec l'environnement sont faibles. Donc, par exemple, au niveau du réseau cyclable, si ce réseau cyclable n'est pas connecté avec les autres pôles de destination du secteur, bien, les gens vont quand même devoir posséder une voiture pour se déplacer. Le deuxième ordre hiérarchique de solutions, c'est le transfert, donc transfert modal. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans les prochains 30 ans au chapitre du transfert modal pour le West Island. Donc, bien sûr, transport actif, vélo, trottoir. Il y a encore beaucoup de secteurs dans le West Island où la connexion par trottoir ne se fait pas, où les transports piétons sont difficiles et dangereux. Même chose donc au niveau du réseau cyclable, quoique Olivier montrait beaucoup de projets, puis quelque chose de très intéressant là-dessus. Et puis, on voit aussi qu'il y a vraiment un défi là, des connexions nord-sud. Je pense que ça doit être adressé pour la pointe ouest, puis la pointe est aussi. On le voit là que les autoroutes dans ces secteurs-là ont été pratiquement aménagées dans des champs. Maintenant que c'est urbanisé puis qu'on souhaite se départir de l'auto, il va peut-être falloir penser à une stratégie là, beaucoup plus globale pour franchir ces grandes barrières-là. Puis participer là, à l'efficacité des transports actifs et puis des transports collectifs aussi. Parce que, bon, un autobus qui doit faire un détour de 10 minutes, passer dans la congestion pour enjamber une autoroute, bien, ça tue un petit peu la qualité de l'offre dans ces cas-là. Alors ça, c'est un très vaste chantier et si vous voulez y contribuer, appelez-moi, ça va me faire plaisir. On est déjà actif au Conseil régional de l'environnement depuis longtemps sur le dossier de la Dalparc, donc sur l'autoroute 20 à l'ouest de l'échangeur Turcot. Et puis là, on commence à se poser des questions si une seule Dalparc sera suffisante ou si on ne devrait pas réfléchir à une proposition plus globale pour l'île de Montréal afin de rendre vraiment le transport collectif compétitif dans les pointes est et ouest de l'île. Et puis, bien, finalement, il y a l'amélioration des modes qu'on a. Hein. Le véhicule électrique en est un qui est difficilement évitable. Hein. On voudrait s'en passer du véhicule privé puis du véhicule électrique, mais dans un secteur qui est construit comme le West Island autour de l'automobile, bien, il y a fort à parier que le transport collectif ne viendra pas suppléer complètement à la demande. Là, je regardais dans l'enquête Origine-Destination 2018, on parle d'environ 250 000 déplacements à l'heure de pointe qui sont produits et attirés. Donc, ça, c'est bien au-delà de la capacité, par exemple, du REM et puis de la ligne de train EXO. Alors, il va falloir probablement recourir aussi donc à d'autres modes, puis transformer là, les véhicules privés pour répondre à la demande dans un horizon de 30 ans. Alors, ça fait le tour. Là, je vais aller chercher vos questions pour continuer la discussion pour les quelques minutes que nous avons. Alors, je m'en voudrais à nouveau de ne pas remercier nos partenaires financiers. Et puis, je vais aller aux questions. Alors, je arrête ça. Bonjour.
Donc, on va aux questions. Comment les gens n'ayant pas d'auto se rendent au REM? Exemple, à Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville, on est à plus que 4 km de la station. Alors, je ne sais pas si peut-être qu'on pourrait repartir d'une diapo d'Olivier sur les réseaux de transport collectif ou Oui, ça ne sera pas très long. actif. Je vais essayer de te remettre. Donc, effectivement, là, il y a toutes sortes de situations où le REM, là, justement à cause des barrières de l'autoroute 20 puis de l'autoroute 40, ça va être assez compliqué en transport collectif ou en transport actif de se rendre à certaines stations. Et puis, ça va un petit peu dans ce sens-là, là, l'idée de vraiment avoir une stratégie globale là, pour construire des passages piétons, des passages cyclistes, puis peut-être des passages dédiés au transport collectif là, pour enjamber ces grandes barrières-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura probablement... L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une refonte du réseau d'autobus de la STM qui est en cours. Donc, c'est certain qu'il y aura probablement une offre qui va être dédiée là, à rabattre les usagers vers les stations du REM. Olivier, as-tu d'autres choses à dire sur ça, les gens à Sainte-Anne Oui. Ben, c'est ça. Encore une fois, c'est toujours un peu la question du dernier et puis du premier kilomètre là, dans des secteurs aussi étendus que Sainte-Anne-de-Bellevue. La personne a mentionné qu'il était à une distance de 4 km. C'est vrai que, par exemple, en hiver, marcher 4 km, c'est pas très intéressant. Mais comme tu l'as mentionné, Blaise, en fait, la STM actuellement là, va travailler, entamer des démarches là, justement pour refaire carrément là, une refonte du service des bus. Donc, il faudra parier qu'il va y avoir un bus peut-être qui va passer vraiment à proximité de la personne qui a fait l'intervention. Et là, ben, c'est ça, l'idée, ce serait de faire une partie en bus et par la suite là, compléter là, son déplacement là, en REM. Mais c'est certain que c'est pas une situation qui est idéale, mais qui est quand même très faisable, surtout avec l'efficacité du REM qui est annoncé. Là, même si on prend un peu plus de temps, par exemple, là, en bus, c'est quand même un gain qui est quand même important à faire. Là, si on prend, par exemple, on emprunte la ligne là, de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ouais. Ouais, parfait. Merci. Une autre question de Michael Ledoux. Avez-vous une idée de l'orientation de la refonte du réseau de la STM? Alors là, je crois qu'on... Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus, Olivier. Ouais, malheureusement, là, ça sort un peu là, en dehors de nos compétences. Là, on n'a pas les boules de cristal auprès de la STM, mais ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Malheureusement, on n'a pas l'information pour ça. Il faudrait refaire l'exercice peut-être avec la STM une fois. Avec la STM, effectivement. Avec la STM. Lorsque le REM va être sur le point d'arriver, là, ça serait peut-être un bel exercice à faire de ce côté. Tout à fait. Et puis, connaissant certaines personnes qui travaillent là-dessus, je peux vous dire leur orientation, ça va être de bien faire ça. Alors, mais je peux pas en dire plus là-dessus, malheureusement, puisque c'est vraiment de leur ressort. Sachant que le respect de l'horaire est la meilleure façon de changer les habitudes des personnes, est-ce que votre étude comportera une recension des écrits à ce sujet? Bons exemples d'ailleurs et tout ça. Oui, il va y avoir un volet justement de documentation sur les autres pratiques qui vont être qui sont faites un peu partout ailleurs dans le monde ou même au Canada. Oui, c'est un élément qui va être pris en considération, ça c'est certain. Mm-hmm. Là-dessus, c'est un enjeu qui ressort, là, que le respect de l'horaire, en fait, la prévisibilité des déplacements, c'est peut-être plus important même que la rapidité des déplacements. Pour transformer les habitudes. Mais il y a un paquet d'autres facteurs à tenir en compte. Là-dessus, il y a un cahier, le cahier numéro 4 de la chaire in situ qui
qui est sorti ce printemps, il me semble, cet hiver. Donc, le cas de la dépossession automobile là, qui est très intéressant puis qui décrit bien les différents facteurs. Donc, Monsieur Almo, vous pourrez aller voir cela. Madame Paula Awa, distinguée invitée, donc qui est mairesse, si je ne m'abuse. Qui est mairesse de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Bienvenue à notre webinaire. Donc, plusieurs erreurs dans la présentation sont que les chercheurs étaient... Est-ce que les chercheurs étaient à Sainte-Anne-de-Bellevue en personne? Avez-vous pu vous rendre à Sainte-Anne-de-Bellevue en personne? Vraiment rapidement, là, on est allé vraiment là, dans le secteur près de Bédurfé, là, mais ouais, c'était très, très sommaire. Quelles étaient les erreurs que la dame... là, on ne les a pas. Alors, peut-être, Madame Awa, si vous voulez lever la main à l'aide du petit outil là, pour lever la main. On pourra peut-être vous donner la parole là, pour que vous puissiez expliquer un peu les erreurs que vous avez constatées. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, merci pour la présentation. C'est juste il y a quelques points que j'ai vus. Je me suis posé la question, est-ce que vous êtes vraiment venu regarder sur le terrain? Alors, vous parlez du stationnement incitatif à Sainte-Anne-de-Bellevue. Est-ce que vous êtes au courant que Sainte-Anne-de-Bellevue va être le drop-off point pour la ville de Vaudreuil? C'est-à-dire que nous allons avoir 60 autobus par heure, va-et-vient, sur une petite rue qui s'appelle le chemin Sainte-Marie, qui est à 2 voies. Alors, de dire que le stationnement incitatif est uniquement à Sainte-Anne-de-Bellevue, non pas à Kirkland, non pas à Pointe-Claire, que ça va amener les gens à prendre le REM au lieu de prendre leur auto, je pense qu'on fait une grave erreur. Ça ne va pas être la réalité. D'ailleurs, vous avez dit un autre point aussi, comme quoi le STM, à cause des... comment est-ce que vous avez appelé ça? Une question d'aménagement du territoire. Nous n'allons pas avoir des autobus nord-sud. Bien, notre résidentiel est au nord. C'est à 1,7 km de la gare Anse-à-l'Homme à Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, le problème que nous avons maintenant, et d'ailleurs, si vous regardez dans mon secteur, il y a au moins 4 voitures dans chaque driveway de chaque maison, ça ne va pas être réglé. Alors, si notre objectif est que les gens délaissent leur voiture pour prendre le REM, bien, je ne pense pas que mission accomplished là-dessus. Vous avez aussi parlé de Todd. Maintenant, avec la station de Sainte-Anne-de-Bellevue, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons le chalet d'accueil pour le parc de l'Ouest, ce qu'on appelait anciennement Anse-à-l'Homme. Autour du chalet d'accueil pour le parc de l'Ouest, ça va être de l'industriel, non pas du résidentiel. Alors, le TOD comme tel ne s'applique pas, le principe du TOD comme tel ne s'applique pas à la station de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, c'est juste pour dire, je pense vraiment que, et quand vous dites que les pistes cyclables, celles qui manquent présentement entre Sainte-Anne-de-Bellevue et Kirkland, celles-ci, ce n'est pas une question juste ce n'est pas rien qu'une question d'aller en vélo pour se promener. Puisque Sainte-Anne-de-Bellevue va être un secteur industriel, ça va aussi emmener les gens à leur emploi. Alors, je pense qu'il faudrait changer la définition ou le but d'avoir cette piste cyclable-là. Alors, tout ça pour dire, je vous avoue, je suis déçue. Je suis déçue parce que ne pas avoir de stationnement incitatif à Kirkland ou Pointe-Claire et que le stationnement incitatif à Sainte-Anne-de-Bellevue vraiment ne dessert pas du tout les citoyens de Sainte-Anne, ne dessert pas du tout les citoyens de Kirkland. Je ne pense pas je pense que
il manque quelque chose de très important. Il manque un ingrédient de très important. Ça va desservir les gens de Vaudreuil, non pas les gens de l'ouest de l'île. Alors, de là ma déception. Oui, bien, très bien. C'est vraiment apprécié vos commentaires. Là. Merci beaucoup. Peut-être une nuance à apporter, c'est que justement, c'est comme les nouvelles installations que vous avez mentionnées là, pour le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue, notamment avec les stationnements. Ça, c'est des projets qui sont à venir, malheureusement, pour nous, pour le portrait de l'Ouest qu'on a fait dans ce cas-ci. C'était vraiment à partir des informations que nous avions déjà, donc les éléments qui sont construits actuellement et non des éléments qui vont être vraiment là, construits prochainement, mais c'est vraiment des super bons points que vous emportez. Oui, tout à fait. Puis, pour ce qui est des stationnements, nous, on s'était seulement fié, en fait, là, du côté des informations qui ont été données là, sur le site du REM. Et c'était vraiment seulement, en fait, les stationnements là, qui étaient accoudés ou vraiment là, à proximité là, des différentes stations REM. Là. Voilà pendant pourquoi là, qu'il y aurait une différence en vos propos. Et mais tout à fait, au niveau cyclable, vous avez tout à fait raison. Là. C'est évidemment que ça va permettre là, vraiment les déplacements au quotidien, là, autant la plaisance que pour les domiciles de travail. Et aussi, là, tout ce qui est TOD, en fait, là, nous, on parlait des TOD en général et pas nécessairement le TOD là, qui va être celui de Lansala. Mais encore une fois, là, merci vraiment beaucoup là, de ces précisions-là. Ça, je pense, ça apporte vraiment beaucoup là, à la discussion. Tout à fait. Tout à fait. Puis, si je peux juste ajouter deux points là-dessus, dans le fond. L'étude est toujours en cours, donc on peut toujours ajuster l'étude. C'est encore le moment d'ajuster les points qui sont faits. Puis le volet qui est présentement en cours, c'est vraiment le volet des impacts du REM sur la mobilité. Donc, je pense que c'est à ce point-ci qu'on peut intégrer ce type d'éléments-là dans l'étude. Ouais. Merci. Puis donc, pour ma part, je pense que je peux renforcer un point là, sur le lien entre le West Island et puis la Montérégie, Vaudreuil, Dorion. Donc, il y a présentement la réfection du pont de l'île aux Tourtes qui est en train d'être planifiée, puis même qui se retrouve là, dans les projets qui risquent d'être accélérés là, dans le plan de relance. Et puis, il y a un enjeu qui peut être préoccupant, en effet, là, celui que le transport collectif qui va être amené sur ce pont-là vient en ajout à la capacité autoroutière existante. Donc, on peut s'attendre à avoir plus d'autobus, mais pas moins de véhicules automobiles là, qui vont passer sur cette infrastructure-là. Alors, effectivement, c'est un enjeu là, pour les gens du West Island de voir que finalement, la congestion risque de ne pas être réduite optimalement là, avec certaines autres décisions d'aménagement. Alors, je continue encore pour une minute supplémentaire. Alors, on n'aura pas le temps malheureusement de répondre à toutes les questions. Je vais en sélectionner quelques-unes. Excusez-nous parce que le temps nous manque. Donc, on avait Alison Acne qui me demandait avez-vous bien dit que la capacité du REM sera insuffisante dans 30 ans? C'est bien ce que j'ai dit. Je ne sais pas si, Olivier, tu as les chiffres exacts de la capacité du REM sur cette ligne-là. Là. Non, je ne les sais pas comme ça. Là, je ne pourrais pas te dire. Non, c'est ça. Moi, aux dernières nouvelles, on parlait, il me semble, de quelque chose autour de la dizaine de milliers à l'heure. Là, c'est un ordre de grandeur absolument. Faudrait préciser ce chiffre-là. Mais donc, oui, ça ne comblera pas du tout 250 000 déplacements. Et puis là, il faudrait faire une analyse plus fine là, pour voir quel déplacement exactement par du West Island pour se rendre au centre-ville. Mais donc, non, ça ne sera pas cette infrastructure-là n'est pas suffisante là, pour accueillir tous les besoins de déplacement s'il y a effectivement un transfert modal important. Ensuite, question, pouvez-vous nous transmettre vos présentations? Malheureusement, non, elles ne seront pas transmises là, parce que justement, on parle d'une étude qui est en cours. Ensuite de ça,
Je vais en prendre une dernière. Il vous faudrait revenir à Pierrefonds aussi pour votre visite. Vous verrez que les distances sont importantes et pas facilitantes. Vous êtes les bienvenus. Alors, oui, effectivement, c'est dans la volonté du Conseil régional de l'environnement, donc d'être plus actif sur les dossiers de mobilité dans les 2 pointes Est et Ouest. Donc, ce sera certainement une invitation que nous allons accepter. Là-dessus, je voudrais remercier pour finir nos 2 panélistes qui étaient avec nous, Patrick Kilfoyle et Olivier Canuel-Ouellette. Je voudrais remercier tous les participants aussi qui ont été avec nous. Et puis, en espérant là, donc, que cette présentation vous a plu et n'hésitez pas à nous contacter pour approfondir la discussion. Comme je le disais, c'est un objectif qu'on a ici là, au Conseil régional de l'environnement de mieux intervenir sur les dossiers de mobilité dans l'Est et dans l'Ouest. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Et bonne fin des semaines de la mobilité, donc en septembre. Il nous reste 2 événements. Demain, il y aura le 2e webinaire de 2 sur les rues conviviales du Centre d'écologie urbaine. Et le mercredi, nous faisons un forum sur invitation avec des experts de la mobilité sur la mobilité durable dans l'Est de l'île. Alors, je vous remercie encore et puis n'hésitez pas à nous contacter pour poursuivre la discussion. Au plaisir et bonne fin de journée.